Et justement, des démarches volontaires faites par les consommateurs existent. Et qu'est-ce que vous pouvez justement mettre comme exemple en avant ? Alors, il y a plusieurs exemples. Alors, on va parler de C'est qui le patron, parce que c'est lui qui est aujourd'hui sous le feu des projecteurs. Alors, il y a quand même un spécialiste du marketing qui est derrière, hein, C'est qui le patron. Ce ne sont pas que des consommateurs qui un matin sont réveillés en disant tiens, nous allons être gentils avec nos agriculteurs. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, pour moi, C'est qui le patron, ça s'inscrit complètement dans la culture Internet, de consommation collaborative, de financement participatif, de consommateur, c'est-à-dire que je vais être acteur de ma consommation. Et c'est vrai que je crois que la force aujourd'hui d'une démarche comme C'est qui le patron, elle est à deux niveaux. Premier niveau, c'est on responsabilise le consommateur dans la construction du prix. Quand vous allez sur le site C'est qui le patron, on va vous demander sur un certain nombre de critères. On va pas vous parler de prix au départ. Hein. On va vous dire voilà, est-ce que vous voulez que l'agriculteur ait 15 jours, 3 semaines de vacances ? Est-ce que vous voulez qu'il puisse moderniser son outil de production ? Est-ce que vous voulez qu'il puisse avoir des salariés ? Est-ce que vous voulez qu'il puisse se payer et quel est le niveau de salaire ? Et au final, c'est tous ces critères-là qui vont vous donner le prix. Donc on est vraiment dans cette, je veux dire, c'est peut-être un peu pompeux, cette quête de sens du consommateur qui dit mais finalement moi j'ai envie de participer à l'élaboration du prix. Donc ça c'est intéressant. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est là où C'est qui le patron est, je trouve, redoutable au bon sens du terme, c'est qu'il communique via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui utilise à plein les outils de communication d'aujourd'hui. Les consommateurs, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils sont sur Instagram, ils sont sur Snapchat pour les plus jeunes, sur plein de plateformes de réseaux, enfin plein de réseaux sociaux, de très nombreux réseaux sociaux. Et C'est qui le patron va communiquer avec sa communauté de clients, ses fans, via ces outils-là. Et donc va créer comme ça cet effet d'entraînement, cet effet de communication positive autour du produit qui lui permet, je dirais, de se développer. C'est vrai que je pense, à titre personnel, que dans l'agriculture, il va falloir s'emparer très vite de ces outils-là. Je vous évoquais à l'instant que le consommateur, il est en recherche d'histoire, il est en recherche de vrais produits. Qui connaît aujourd'hui la technicité des métiers agricoles ? Plus personne. Vous prenez un consommateur urbain lambda, la dernière ferme qu'il a vue, c'est la ferme pédagogique quand il était gamin et qui a eu un déplacement à l'extérieur. On lui a dit, voilà, il y a des poules, il y a des lapins, c'est mignon, c'est sympa. Mais l'outil économique que représente une exploitation agricole, la majorité des consommateurs ne savent pas comment ça fonctionne. Pour autant, je suis convaincu que alors c'est vrai qu'il y a ce travail peut-être aussi à faire de communication, mais de présenter les métiers, de présenter les savoir-faire, d'expliquer la technicité des métiers, la connexion des agriculteurs aux réalités économiques, aux cours mondiaux. Enfin, on voit bien que quand je rencontre des céréaliers sur le département de Saône-et-Loire, le matin, la première chose qu'ils font, ça va être de se connecter à Internet pour regarder l'évolution des prix. Donc il y a quand même cet ancrage économique et c'est là où je pense que l'agriculture doit utiliser les réseaux sociaux comme le fait C'est qui le patron pour vendre ses produits et assurer la promotion, pour justement être en phase avec les consommateurs et pour pouvoir raconter. On ne va pas faire que du marketing et raconter une belle histoire, mais raconter l'histoire d'une exploitation agricole. Comment elle fonctionne, en matière d'élevage, quels sont les choix en termes de génétique opérés par l'éleveur, quel impact ça peut avoir sur le développement de l'exploitation. Il suffit juste de mettre en perspective l'agriculture et l'artisanat. L'artisanat, il y a 20 ans en arrière, je ne suis pas sûr que l'artisanat avait une image toujours très positive auprès du grand public. Aujourd'hui, l'artisanat bénéficie d'une très belle image parce qu'ils ont communiqué, ils ont su se mettre en avant. Ils utilisent à plein aujourd'hui les outils digitaux pour assurer la promotion de leur métier, de leur savoir-faire. Et je crois que ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut sûrement travailler. Et moi, je suis plutôt positif de nature. À l'IAE, je fais travailler chaque année des étudiants de 5e année en marketing sur la question. Alors l'année dernière, je leur ai donné comme sujet comment rapprocher l'agriculture des consommateurs urbains. J'avais 26 étudiants sur un Master 2.
une étudiante qui avait des origines dans le Charolais-Brionnais, donc qui avait des amis éleveurs. Les autres, l'agriculture, c'est pas ce que c'était. Ils se sont passionnés pour le sujet. Donc c'est pas parce que le consommateur il est en ville qu'il est systématiquement opposé. Par contre, il est loin de tout ça parce que c'est plus son quotidien. Donc il faut, je pense, par ces outils digitaux, des chaînes YouTube, etc., montrer, ne pas hésiter à montrer à la fois la grande technicité des métiers, tout le travail que font les agriculteurs en termes de gestion des territoires, parce que ça sont des choses qui aujourd'hui parlent, je pense, aux consommateurs. Et je terminerai juste, parce que sur la question du gaspillage alimentaire, de la même manière est en test actuellement aux États-Unis, c'est une start-up israélienne qui a lancé ça, des étiquettes intelligentes comme celles que vous voyez aujourd'hui dans vos magasins, sauf qu'il y a 3 prix sur l'étiquette. Parce que chaque produit est équipé d'une étiquette RFID, chaque pot de yaourt par exemple est équipé d'une étiquette qui permet de le reconnaître, et en fonction de la date de péremption, le prix est différent. Et le consommateur, sur l'étiquette, il va voir les différents prix qui lui sont proposés, le prix étant évidemment... il y a pas mal de big data derrière, et le distributeur explique que c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire, mais ça lui permet aussi d'anticiper l'évolution de la météo et de faire varier, par exemple, le prix des glaces, s'il va faire chaud ou si ça va se rafraîchir. Voilà. Mais on arrive aujourd'hui dans des systèmes où, que ce soit le big data, que ce soit le digital, est de plus en plus présent dans les points de vente. Et le consommateur étant lui-même connecté, étant lui-même en recherche d'interaction digitale, on parle maintenant de commerce sans couture, ce sont des choses qui sont amenées à se développer, et je pense que l'agriculture, pour le coup, a toute sa place dans ce système-là, et notamment sur l'information sur les produits, et ce sera mon mot de conclusion, sur cette partie-là, l'information sur les produits, l'agriculteur produit de la donnée dans son exploitation. Le distributeur va demain, ou commence aujourd'hui à vouloir pousser de l'information vers le consommateur pour expliquer l'origine des produits. Je pense qu'il faudra assez vite réfléchir à comment est-ce que nous connectons les datas produites dans les exploitations avec les datas des magasins et les attentes que peuvent avoir les acteurs de la distribution alimentaire pour rassurer le consommateur, pour dire voilà, le blé, il pousse là. La viande que vous achetez au rayon boucherie, voilà où est l'élevage. Il est à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, toutes les solutions techniques sont présentes et sont utilisées. Donc il va falloir raccrocher tous les wagons. D'accord. Monsieur Clémensin, justement, les démarches citoyennes, vous pouvez y adhérer? Oui. Je voudrais juste compléter l'intervention de mon voisin pour demander comment... cette production de nouvelles allégations, parce que ça va se traduire. Alors on ira peut-être, ça sera plus sur l'étiquette en direct ou sur la publicité sur le lieu de vente. On ira sur les sites des producteurs, vérifier qu'ils sont engagés dans telle ou telle démarche, qu'ils produisent selon certaines conditions. Alors je voulais savoir comment ces nouvelles allégations qui vont nous envahir, parce que les réseaux sociaux, ça pulvérise... des données, des infos dans tous azimuts. Comment ces démarches, ces informations qui ne sont pas certifiées, on l'a vu, le numérique, ça produit des avis. Non, pas plus tard que ce matin, j'ai entendu qu'il y avait des machines, des robots à produire des avis. Donc on peut inonder, tromper le consommateur une nouvelle fois avec une surabondance d'informations non vérifiées, non contrôlées. Donc je demande au pouvoir public comment on va contrôler tout ça, toutes ces allégations. Et nous, bien évidemment, EFC Que Choisir, on va se proposer de faire un petit peu le ménage dans toutes ces bonnes officines qui veulent nous vendre de l'information à la vitesse 3.0. Monsieur Villot, juste par rapport, en tant que représentant de la grande et moyenne distribution, les démarches volontaires des citoyens, comment vous les voyez évoluer après? Eh bien, je pense, bonjour déjà à tout le monde. Je pense que la présentation de M. Barthes, là, elle était très claire et très limpide sur les attentes des consommateurs. On a un souhait et une intention très marquée des consommateurs de traçabilité, de filières courtes, de producteurs qu'ils vont connaître à côté de chez eux. Par contre, la transformation devant le rayon n'est pas aussi évidente.
puisque il faut rappeler que, évidemment, le porte-monnaie du consommateur, malgré les belles déclarations d'intention, quand il est devant un rayon, eh bien effectivement, il faut qu'il nourrisse une famille bien souvent avec moins de 1 800 € par mois, 80% des Français, et qu'effectivement les produits pondéreux qui seraient issus de filières un peu plus courtes parce qu'on n'a pas réussi à faire des choses correctement, nous, dans notre façon de fonctionner, eh bien il y a cette limite-là. Néanmoins, il y a une vraie volonté du consommateur. Elle est marquée, elle est ancrée, et sur les classes sociales qui se permettent d'avoir un pouvoir d'achat un peu plus élevé, eh bien, évidemment, elle est transformée, celle-là. Nous avions à l'époque, avec Système U, fait des publicités, des communications, télé même, sur la fixation de nos prix promo avec le découpage. Prix rendu à l'agriculteur, prix rendu ou au producteur ou à l'entreprise. Et finalement, c'était perçu très positivement par les consommateurs, mais finalement, le volume de vente qui était fait suite à cette communication n'était pas formidable. Quand on voit des acteurs de la distribution, je ne suis pas là pour citer personne, et effectivement on n'est pas là pour le faire, mais qui drainent et entraînent le prix marché vers le bas systématiquement tout le temps, eh bien nous avons une courbe qui s'infléchit de l'ensemble de la grande distribution française vers ce prix bas, puisque si vous êtes déconnecté de vos concurrents trop loin, on ne peut pas être au prix de ces enseignes que je ne citerai pas, mais si vous êtes déconnecté trop loin, eh bien vous ne faites plus le chiffre d'affaires attendu. Pour rebondir sur un autre sujet dont vous avez parlé et qui me paraît très important, effectivement, Amazon, Alibaba envahissent aujourd'hui le marché du digital avec des conditions, très bien qu'il y ait un représentant du gouvernement, M. Paris, qui est là aujourd'hui, avec des conditions fiscales dans notre pays qui sont absolument inadmissibles, avec des ponts d'or, avec un IS qui n'est pas payé en France, avec des choses qui font qu'ils ont des installations où on leur subventionne complètement les sites où ils s'installent, donc concurrence déloyale déjà à l'installation, puisque l'outil de production coûte quasiment rien, puisqu'on promet 200 emplois et on en fait 50 finalement, mais c'est pas grave. Et donc voilà, ça c'est déjà la première chose qui est une concurrence déloyale par rapport à des magasins dits physiques. Néanmoins, ils sont là. Ils s'attaquent à l'alimentaire. On n'est pas très inquiet si on veut bien les choses. Je pense que le consommateur a besoin, sur les produits frais traditionnels, par exemple, d'avoir des magasins qui réinvestissent sur l'homme, qui réinvestissent sur les produits et qui recréent l'esprit marché dans nos magasins. Ça, allié à nos investissements sur le digital, qui sont les drives, pour les produits pondéreux, les produits industriels, parce que celui-là, on n'y échappera pas et c'est déjà dans l'air du temps, la consommation est déjà dans ce marché. Mais pour avoir de la fréquentation magasin demain, ça sera sur les produits frais, bruts, alimentaires ou... Je vous citerai des rayons chez nous, la boucherie, la poissonnerie, la charcuterie coupe, le fromage coupe, ces rayons sur lesquels il va falloir investir non seulement sur une façon de fonctionner différente, mais aussi sur des hommes qu'on va former et qui vont apporter une plus-value à nos magasins et qui vont créer un axe de fréquentation supplémentaire. Et dernier point, sur la promotion, les propos, je les valide tous puisqu'ils sont vrais, et c'est une vraie réalité, la promotion des filières, on est responsable, l'agriculture aussi, à nous de mettre en avant ces filières pour nous, de notre côté, donner envie à des jeunes de devenir bouchers, boulangers, pâtissiers, de se réattribuer ces métiers sur lesquels il y a de l'emploi en plus. C'est ça qui est terrible. Et à la filière agricole, de faire la promotion de ces filières, comme l'a fait, vous le disiez fort justement, l'artisanat, avec une image qui est aujourd'hui, qui a le vent en poupe. L'artisanat, par sa promotion, écoutez... je le constate sous notre casquette syndicale, c'est vrai que ça fonctionne plutôt pas mal. Et c'est une responsabilité qui nous est commune avec le monde agricole de faire la promotion de ces filières. Et je pense que nous, avec vous, on peut faire ça. On peut faire ça, nous, pour les métiers de distribution de ces filières, et vous, pour le métier à proprement parler, pour que le consommateur se rende compte qu'effectivement, une exploitation agricole, c'est comme ça que ça fonctionne, que ça a des besoins de rentabilité, que c'est une entreprise. Il ne faut pas avoir honte de dire qu'une exploitation agricole, c'est une entreprise et qui a besoin de résultats pour investir et qui a besoin de payer son dirigeant et que ce n'est pas une honte en travaillant beaucoup de payer son dirigeant, mais pour ce faire, il faut que ce qu'on attend tous avec impatience, le résultat des assises qui a lieu en ce moment sur des projets législatifs qui encadreront les négociations entre distributeurs, fournisseurs et même plus loin, aboutissent pour qu'on puisse créer de la valeur ajoutée sur ces filières-là, mais il faut l'expliquer, il faut expliquer pourquoi, et puis effectivement, il faut absolument qu'on travaille et on gagne dignement notre vie de notre travail, et qu'on puisse investir, et puis que demain, les produits bio, là où j'ai une petite, et ça sera mon dernier mot, c'est une petit bémol, c'est pas le double des marges, sur 2 ou 3 exemples, vous pouvez les avoir, mais c'est plus cher, oui.
c'est plus cher. Et là aussi, il y a un problème sur lequel il faut qu'on réfléchisse avec l'agriculture pour les rendre un peu plus accessibles, effectivement. Mais quand on parle de marge et quand on anticipe une marge sur un rayon, eh bien on anticipe la marge globale du rayon. Et bien souvent, on va chercher de la valeur ajoutée sur des produits qui ne sont pas forcément vendus, parce que les produits très vendus nous apportent peu de rentabilité. C'est le cas dans beaucoup de secteurs d'activité de nos magasins, c'est-à-dire que sur les marques nationales issues des grands groupes de l'agroalimentaire, vous n'avez quasiment pas de rentabilité, vous êtes 10% en dessous de votre seuil de rentabilité magasin. Et bien naturellement, comme n'importe quel chef d'entreprise, on a besoin d'aller chercher de la rentabilité en bas de bilan sur notre entreprise, et on va chercher la marge ailleurs. Et c'est cette péréquation de marge qu'il faut combattre, en retrouvant de la rentabilité plus forte sur ces grands groupes de l'agroalimentaire, quitte à en vendre moins, et ça serait superbe, pour pouvoir réduire la marge sur les produits qui sont un petit peu plus nouveaux. Voilà. Monsieur Fleury, justement, donc un mot sur les démarches des citoyens et des consommateurs, et puis peut-être l'aspect un petit peu justement de l'image des agriculteurs par rapport à l'attente des consommateurs. D'abord, bonjour à tous. Oui, enfin, il faut faire attention dans le débat parce qu'il ne faut pas l'inverser. C'est-à-dire qu'on insiste particulièrement, mais je sais qu'on va l'aborder après, sur le sujet des relations commerciales, donc c'est quand même le sujet clé. C'est celui-là, parce que j'ai envie de dire tout le reste, et notamment j'entends les remarques de M. Clémensin sur un consommateur qui ne sera pas naïf, et il aura bien raison de ne pas être naïf, parce que la période, effectivement, avec les réseaux sociaux est une période dangereuse. Alors, pour donner un premier avis par rapport à la démarche chez le patron, oui, c'est une excellente démarche. Pourquoi elle réussit ? Elle réussit parce qu'elle a connecté producteurs et consommateurs. C'est-à-dire, la chaîne des valeurs est passée par-dessus tout le système commercial existant. Mon voisin me reprendra si je me trompe. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose entre le producteur et le consommateur. Et puis finalement, le reste de la chaîne s'est retrouvé prestataire de services pour mettre ce produit à disposition. Donc là, c'est un challenge quasiment inédit. Ça se fait sur d'autres secteurs, mais ça, on en parle beaucoup moins. On enclenche nous-mêmes la démarche avec éleveurs et engagés sur le secteur viande bovine, et on a initié cette démarche avec Serge Papin de Systému, parce que je pense qu'on partage cette vision. Effectivement, on est dans un monde qui change, dans un monde qui évolue profondément, et on avait senti cette évolution. Alors on était déjà dans les prémices de C'est qui le patron, et puis cette démarche sur la viande bovine cœur de gamme, mais aujourd'hui éleveur et engagé, elle est sur le même principe. C'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas réussi ce pont, justement, ce pont producteur-consommateur. Et il faut savoir qu'on a beaucoup d'ennemis dans ce genre de démarche parce qu'on va en travers de schémas établis. Donc ça pose tout le sujet finalement d'arriver à percer ce caractère communicant et sur lequel effectivement le consommateur ne sera pas naïf. Attention aussi, comment je dirais, on est aussi dans un monde qui évolue profondément, ça a été dit par notre spécialiste tout à l'heure, avec l'arrivée des grands groupes mondiaux de la vente en ligne. Moi je crois que alors c'est pas à moi de faire leur défense, mais la façon dont il l'explique, je pense que la grande distribution a senti le vent du boulet. Alors, il y a un problème sur lequel on ne sort pas de l'impasse, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier qu'on est dans un modèle économique en France qui date finalement de l'après-guerre. C'est-à-dire, on est sorti de C'est important de raconter l'histoire parce que tout le prix s'est construit comme ça. On est sorti d'une Deuxième Guerre mondiale où finalement la priorité numéro 1, c'était une production alimentaire en quantité, en quantité et à un prix raisonnable pour le consommateur. Et c'est important de rappeler que le droit à la concurrence européen s'est construit sur ce principe. Il ne faut jamais oublier les fondamentaux, parce que tout ce combat qu'on est en train de mener par rapport à ces entorses au droit à la concurrence, c'est que finalement, il a été construit par rapport à une alimentation pas chère et en quantité pour le consommateur. Et ensuite, il y a eu un deuxième phénomène, moi je trouve, qui est très spécifique à la France, qui est le développement de la grande distribution, de la façon dont elle s'est faite, et où finalement, on peut dire que, alors comme ça on va mettre tout le monde d'accord, gouvernement de droite et de gauche confondus, ayant toujours le souci comment je vais régler le pouvoir d'achat du consommateur, finalement on donnait les clés du camion à la grande distribution française et qui a allègrement pris le volant dans les 30 dernières années
avec son chantre, pour ne pas le citer, Michel-Édouard Leclerc, qui en a fait un concept, voilà, qui a tout simplement fait un concept. Et finalement, parce que c'est important, le débat que l'on a, c'est-à-dire, et je vois bien que M. Clémence accroche là-dessus, le prix consommateur. Évidemment, on a construit intellectuellement le consommateur uniquement sur le sujet du prix. Voilà. Alors ça, je veux bien l'entendre, moi, sur des sujets de biens de consommation courants tels que... Allez, par contre, on ne discute pas trop sur le prix de l'iPhone. Hein. Voilà, ça, ce côté-là, ça roule bien. Mais voilà. Mais sur l'alimentaire, je trouve qu'il faudrait que UFC Que Choisir réfléchisse un peu, parce que ramener uniquement la logique de l'alimentaire à une notion de prix, allez, je me semble un peu dépassé dans le monde d'aujourd'hui. Voilà. On est dans une mondialisation accélérée avec des produits qui viennent du monde entier. Et on est dans des contradictions aussi. Je le dis souvent, dans le consommateur, il y a deux personnes. Il y a le citoyen et le consommateur. Et le citoyen, voilà, il a des très belles attentes du matin au soir. Et puis effectivement, lorsqu'il rentre dans le magasin, il cherche la promotion. Et puis ça tombe bien, comme de toute façon, comme la grande distribution, son cœur de gamme, c'est construire des prix bas et c'est construire sur la promotion. Ben je pense qu'intellectuellement, on a construit un fonctionnement du consommateur qui, sur les produits alimentaires, moi, me semble dangereux. Voilà. Alors, pour terminer, on va, je pense, évoquer après tout le sujet de ces relations commerciales, mais il faut faire attention de ne pas inverser. Hein. Moi, je crois profondément à cette évolution citoyenne qui est en train de se faire, à cette évolution du commerce, et peut-être dire aussi, dans la période qu'on traverse, notamment pour le monde agricole, là aussi, je le dis souvent, une crise qui dure, c'est une mutation. Voilà. Et on est bien dans cette mutation. Et je crois que tous nos agriculteurs, et en particulier nos éleveurs, l'ont compris. Maintenant, c'est comment on fait ce passage à cette mutation, notamment vis-à-vis du consommateur. Très bien. Donc, M. Fleury a abordé aussi les démarches venant des producteurs. Donc, M. Lavier, si vous pouvez en dire, qu'est-ce qui se met en place aujourd'hui ? Alors peut-être oui, vous énoncez un petit peu tout ce qui existe, parce que finalement, on n'a peut-être pas forcément tous conscience, mais elles sont nombreuses, et puis pour certaines d'entre elles, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Même si on est aussi d'accord pour considérer que ces démarches-là ne pèsent pas forcément beaucoup sur le marché. Mais je reste convaincu qu'elles sont aussi appelées à se développer. Alors, quel intérêt elles présentent pour le consommateur ? Bien évidemment, c'est de réduire le nombre d'intermédiaires, donc... quelque part d'avoir beaucoup plus de lisibilité sur la constitution du prix, parce que là, il n'y a pas de discussion possible et on sait où passe la marge. Faire rencontrer le producteur et le consommateur, je pense que c'est extrêmement important, mais c'est évoqué un petit peu tout à l'heure aussi. Et puis, face justement à cette mondialisation, il y a quand même un regain d'intérêt chez un certain nombre de nos collègues consommateurs pour des produits beaucoup plus locaux, dont l'origine est identifiée, dont la traçabilité est complète. Et puis à un moment donné, je pense que le consommateur doit être rassuré aussi par le fait de connaître exactement les conditions dans lesquelles ce produit a été élaboré. Alors je vais essayer de vous les citer un petit peu. Probablement que je vais en oublier, mais la plus ancienne d'entre elles et qui est toujours en vogue, c'est la vente directe à la ferme. On a un certain nombre de nos collègues qui, notamment sur des petites productions, des productions animales, ont développé cette vente à la ferme depuis toujours. Enfin, je veux dire, quand on était gamin, si on habitait à la campagne, on allait tous chercher le lait chez le voisin qui avait des vaches laitières, par exemple. Aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus élaboré, puisque nos collègues agriculteurs qui pratiquent la vente en direct passent bien évidemment par Internet, voire par les réseaux sociaux. Donc les choses évoluent, mais le principe de base reste le même. Et puis, il y a des agriculteurs qui ont voulu aller un petit peu plus loin dans la démarche, qui sont constitués, qui sont associés ensemble pour créer des magasins collectifs. Alors, on en connaît tous aussi quelques-uns. Ils ne sont pas très nombreux. Mais c'est des démarches qui peuvent remonter pour certaines d'entre elles à une vingtaine d'années. Ces magasins-là existent toujours, ils sont plutôt en développement. Donc c'est des démarches qui fonctionnent bien. Autre démarche, c'est tout ce qui tourne autour des marchés de produits fermiers. Alors, il y en avait un hier à Dijon, c'est quelque chose qui a quand même pas mal de succès. Bien évidemment, notre Chambre d'agriculture est largement associée à ce type d'événement. Et puis, même si ce n'est pas ça non plus qui fait vivre les agriculteurs, c'est... Derrière ça, il y a vraiment la démarche d'aller au-devant du consommateur et de communiquer sur les pratiques. Et puis des démarches un petit peu plus récentes, il y a celle qui va avec les magasins Frais d'ici.
Donc c'est une démarche qui est portée par l'Union nationale des coopératives et qui a pour but de mettre en avant, de faire la promotion des produits locaux. Et puis la dernière d'entre elles dans notre département, qui est portée par la Chambre d'agriculture aussi, c'est le drive fermier. Donc ça s'inscrit dans la logique des drives, de la modification des habitudes de consommation, mais spécifiquement pour des produits fermiers où là aussi les consommateurs sont en relation directe avec les producteurs qui viennent sur site au devant des consommateurs pour non seulement leur livrer leurs produits, mais aussi leur expliquer comment ils l'ont élaboré. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, tout ça, c'est en développement. On sent que les consommateurs sont de plus en plus nombreux à se tourner vers ce type de démarche. Malgré tout, il faut avoir l'humilité de reconnaître aussi que ça reste relativement marginal et que je ne pense pas que c'est ça qui va porter le marché à l'avenir. Mais ça a un intérêt malgré tout dans la construction globale du futur. Très bien. Donc, autres acteurs de la filière, les transformateurs. Bonjour Monsieur Nico, merci de nous avoir rejoints. Voilà, vous pouvez nous parler aussi d'une autre démarche qui existe, la charte éthique pour le pain. Alors, agri-éthique, c'est agri-éthique en fait que ça s'appelle. Hein. Oui. Bon. Alors, vous savez qu'il y a eu un gros chambardement sur le marché du blé en 2008, là, puisqu'on est passé de 150 € à 300 €. Donc ça a affolé beaucoup de gens et puis ça a rendu vraiment la vie très difficile à tout le monde. Hein. Et donc ça a perturbé effectivement les commerces ou les relations habituelles. Et après, on s'est très vite calé à partir de ce moment-là sur ce qu'on appelle le marché Euronext, c'est le marché international. Et sachant que entre le marché Euronext, le marché international, les cours du blé à terme, et le marché français, la fluctuation est très identique. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Et à chaque fois qu'on évoquait qu'il y avait des fluctuations quand même de 3-4 €, parce que je partage complètement, enfin je confirme ce qu'a dit le président de la Chambre d'agriculture tout à l'heure, dans un baguette de pain, effectivement, parce que c'est technique, 130 kg de pain de blé fait 100 kg de farine, et 100 kg de farine fait 400 baguettes. Eh bien, si le blé est à 130 €, il y a 0,04 centimes de blé dans le pain. De blé, hein, je ne parle pas forcément de farine. Et si le blé vaut 190 €, eh bien, vous avez dans le pain, dans la baguette de pain, dans la baguette, hein, 0,58. Ça passe à 0,6. C'est technique, on n'a rien à voir là-dessus. Et c'est tout le temps pareil, quel que soit le réseau de distribution, que ce soit la boulangerie artisanale, que ce soit les grandes surfaces, que ce soit la boulangerie industrielle. Bien. Alors à partir de ce moment-là, il y a un certain nombre de gens étaient perturbés. Les grandes entreprises utilisatrices, bon, elles ont suivi le marché mieux que les meuniers, et les meuniers ont essayé de s'habituer. Et c'est vrai que on s'est mis dans la tête de dire il faudrait qu'on essaye de normaliser tout ça, à la fois pour apporter aux céréaliers une sécurité dans les prix, et à la fois pour apporter aux transformateurs une sécurité dans la marge. Et c'est pour ça que nous avons organisé, avec l'initiative d'un organisme stockeur, une coopérative de l'Ouest, cette fameuse démarche agri-éthique qui dit, écoutez, on passe des contrats sur 3 ans, entre le céréalier et son organisme stockeur, l'organisme stockeur et le meunier son boulanger, et on dit que pendant 3 ans, on ne bouge pas le prix. Alors qu'on a quand même des fluctuations de plus ou moins 10% au cours d'une année. On a connu du blé à 150 € il y a 3 semaines, on le connaît, il a légèrement monté, et il venait de 170 €. Donc je parle pour l'acheteur utilisateur meunier. Donc ça relève d'une démarche tout de même basée sur le respect du contrat. Parce que moi, ce qui me choque en France, c'est que le respect du contrat, sauf dans nos métiers céréaliers, il n'est pas si évident que ça. Il ne faut pas croire. Souvent, on signe un contrat et on a tout de suite envie de le remettre en cause. Bon. Et si on avait des contrats, le sens du contrat, je pense que ça serait beaucoup plus clair dans toute la chaîne entre le producteur
et le consommateur. J'en veux une preuve, c'est que par exemple en Allemagne, il y a un sens du contrat que nous n'avons pas nous-mêmes, que nous n'avons pas en France. Regardez, Madame Merkel est en train de discuter, peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour passer un contrat avec la coalition avec laquelle elle va travailler. Ça ne se passe pas comme ça en France, hein. Vous avez nommé le président, le Premier ministre, il va se débrouiller pour faire un ministère, et bingo, il s'en va, sans avoir passé de contrat avec sa majorité. Regardez les syndicats de salariés avec Mercedes. Ils vont se battre comme des chiffonniers, peut-être plus que les Français entre eux, pour passer un contrat pendant 3-4 ans, et pendant 3-4 ans, on ne discute plus les conditions de travail, on ne discute plus tout ça. Donc c'est vraiment important. Et je dois vous dire, je dois vous faire aussi un témoignage. J'étais en Allemagne il y a 2-3 ans. Savez-vous que le 4e producteur de volailles en Europe, il n'existait pas il y a 15 ans. Et c'est quelqu'un qui a commencé avec Lidl, et ils ont tout cadré entre eux. La dimension des poules, tout le poids du poule, les palettes, les livraisons, bref, ils ont tout optimisé de telle sorte que tout le monde gagne sa vie, mais en ayant le moindre source de perte dans la chaîne, quoi. Et c'est devenu quand même la 4e puissance d'abattage de volailles en Europe. Pas rien. À partir de contrats respectés. Bon. Je pense que c'est une base, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Alors donc voilà notre démarche agriéthique qui est très simple. C'est pas un problème c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche prix. Bien entendu, on peut greffer sur cette démarche qualité, sur cette démarche prix, une démarche qualité. On peut y mettre par exemple des blés CRC si on veut, comme on peut y mettre d'autres types de démarches qui apporteront la qualité. Forcément, à chaque fois, on a toujours la proximité. Bon, ça, c'est clair que ça ne peut pas se faire très très loin, cette histoire-là. C'est dans des choses au moins régionales, quoi. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Mais c'est très simple d'utilisation entre le producteur, le céréalier, l'organisme stockeur, le meunier et le boulanger. Ça, c'est très simple. Alors, maintenant, quelle est l'audience auprès du consommateur? Bon, nous avons des boulangers. Comme nous avons aussi des petites boulangeries industrielles ou des boulangeries industrielles, c'est-à-dire régionales, qui sont extrêmement intéressées par ça, parce que l'histoire de la fluctuation des prix avec les marchés internationaux financiers, ça ne leur plaisait plus. Bon, il faut savoir aussi qu'avec les boulangers, c'est quand même les meuniers qui jouent le rôle de stabilisateur entre les prix du blé. Parce que, voilà, c'est comme ça. Voilà. Monsieur Clémenceau, pardon, excusez-moi. Vous vouliez répondre sur les démarches citoyennes en général. Écoutez, figurez-vous qu'à l'UFC Que Choisir, on n'a pas de position très arrêtée sur le sujet. On les voit émerger. Alors, celle sur le lait, mais qui va se généraliser, hein, mais sur des produits assez basiques, hein, le beurre, le steak haché, les pâtes, la salade. Hein, c'est ce que dit le site internet de C'est qui le patron. Là aussi, hein, on comprend qu'il y a une demande de dialogue et d'écoute des fabricants de ce que veulent les consommateurs, mais je reposerai la question au service public de contrôle. C'est par exemple sur le lait, c'est qui le patron, qui contrôle ce lait garanti sans OGM, qui contrôle qu'il est issu de fermes responsables. Qu'est-ce qu'on entend par ferme responsable? J'ai pas l'impression qu'on ait une définition. C'est comme l'agriculture raisonnée en général. Et qui contrôle que les vaches sont bien traitées. Là, je pense que les services de la protection des populations et des élevages. Voilà. Sur la charte éthique, agri-éthique, oui, et c'est vrai que j'ai retrouvé également toute l'information. Alors j'ai bien aimé parce que sur votre site internet, c'est marqué, il est indiqué que c'est une démarche solidaire souriante. SIC.
je ne veux pas en sourire, mais c'est vrai qu'elle offre une possibilité, l'éthique en plus. Hein. Vous essayez de faire en sorte que chacun y gagne, fasse profiter le consommateur de produits cultivés localement dans un souci de développement durable. Mais on ne voit pas bien où est le gain du consommateur. On a l'impression, là aussi, qu'on fait un petit peu du greenwashing. Hein, on peint en vert une agriculture contractuelle. La contractualisation, ça c'est quand même un point effectivement très intéressant, que vous arriviez à contractualiser avec les agriculteurs sur la durée. Mais faut savoir que nous, à l'UFC, tout ce qui est charte, on est plutôt méfiant. Et en particulier, on ne signe jamais des chartes locales, surtout si elles ne vont pas au-delà du réglementaire. Monsieur Fleury, vous vouliez réagir sur la contractualisation? Enfin, je réagis par rapport au propos de M. Clémensin. Faut faire attention quand même, là, parce qu'on est dans un modèle européen. Il faut arrêter d'être sans arrêt suspicieux. Regardons ce qui se passe dans le reste du monde. Moi, je trouve que toutes les contraintes et que les agriculteurs européens acceptent aujourd'hui, dans le cadre de la politique agricole commune, vont dans le sens d'une sécurité des produits aux consommateurs. Moi, des contrôles, j'ai envie de vous dire bienvenue à la ferme, hein, parce que des contrôles, on en a beaucoup, et c'est normal. Et c'est normal, puisqu'on le doit aux citoyens. Mais moi, il y a des choses que je ne peux pas laisser passer, quoi. Enfin, je veux dire, on ne fait pas de ce que vous appelez le coup de peinture vert. Non. Quand vous avez l'habitude de regarder ce qui se passe dans le reste du monde, moi, je peux vous dire que le modèle européen, il est très particulier. Regardez bien, c'est le dernier continent au monde où on parle encore de paysans. Dans tous les autres continents du monde, on parle d'agro-industrie et on n'est pas du tout dans ces modèles-là. Donc moi je trouve que les citoyens européens et en particulier les citoyens français sont privilégiés par rapport au modèle agricole que l'on a aujourd'hui. Monsieur Lavier, vous voulez réagir aussi? Oui. Peut-être une réaction de producteur à l'intention de M. Clémensin aussi. Il se trouve que donc, je suis producteur de blé et puis aussi dans une filière contractualisée, la filière Luharmonie. Alors, je vais simplement vous expliquer comment ça se passe. On a un cahier des charges qui va bien au-delà de la réglementation, qu'on met en œuvre bien évidemment, et on est contrôlé systématiquement chaque année sur le respect de ce cahier des charges. Alors après, c'est pas parfait, mais entendez aussi ce qu'a dit Jean-Pierre, ça pourrait être facilement pire, et bien pire, quoi. On pourrait parler du bio qui arrive d'importation, qui a le nom de bio. Monsieur Villot. Oui, alors sur l'engagement et les démarches volontaires concernant l'éthique, la traçabilité, et en tous les cas le partenariat éthique qu'on peut avoir avec la filière agricole, chez Système U, nous en avons souscrit une dernièrement sur éleveurs engagés concernant un prix rendu à l'agriculture qui soit fixé et qui ne soit pas inflaté de quoi que ce soit dans les mois qui suivent. On avait signé à l'époque également un engagement avec la filière laitière sur le lait bio. Donc oui, ce sont des démarches qui nous permettent de créer cet embryon de volonté commune que nous avons, notre enseigne et également d'autres, quelques-unes, pour aller vers quelque chose d'éthique, qu'elle soit dans le produit rendu au consommateur, dans l'éthique de traçabilité, dans l'éthique vis-à-vis du consommateur, mais aussi dans l'éthique des relations commerciales que nous entretenons avec les filières agricoles. Puisque pour nous, c'est également indépendant de la grande distribution. Je voudrais rappeler un peu qui nous sommes. Nous sommes des patrons de PME associés en coopérative. Et nous avons tous une entreprise à faire tourner et nous avons besoin de travailler en filière courte avec des agriculteurs du coin, parce que nous sommes aussi du coin en général. Quand on achète dans notre commune, on y reste pendant de nombreuses années. On a besoin de développer nos entreprises et on a besoin de le faire en partenariat, en ayant une confiance réciproque avec les acteurs de la chaîne alimentaire que nous représentons et jusqu'aux consommateurs, mais en créant de la valeur. Moi, je ne suis pas pour le prix. On en reviendra parce que c'est quand même le nerf de la guerre, ça. Finalement, c'est ce qui va découler du dernier sujet. On a besoin de recréer de la valeur ajoutée sur ces produits alimentaires, de ne plus vouloir, au regard d'une intention qui serait bonne vis-à-vis du consommateur, créer de la dévaleur sur ce métier-là, puisque
L'année dernière et l'année d'avant, nous avons quand même constaté pour la première fois depuis très longtemps une déflation sur les produits alimentaires et sur 50 familles sur 65 de l'agroalimentaire est en déflation. Bon, un pays en déflation, c'est déjà un pays qui va mal. Et effectivement, quand on vend moins cher que l'année d'avant, mais les marges en valeur relative, on a tendance à vouloir les augmenter quelque part, puisqu'en valeur absolue, il faut qu'elles soient les mêmes. Donc c'est pas bon, on a besoin de créer de la valeur ajoutée, on a besoin qu'on accepte de retrouver ce qui était le cas il y a quelques années, puisqu'on avait dans les années 70, 65-70, 69% du budget des ménages français qui était dédié à l'alimentaire au sens large, c'est-à-dire la droguerie, la parfumerie, tous les produits de consommation, on appelle ça l'alimentaire, le PGC, quoi, globalement. Aujourd'hui, c'est 29%. C'est 29% parce qu'il y a l'abonnement Internet, parce qu'il y a une nouvelle technologie, parce qu'il y a plein de choses qui sont venues prendre place, il y a des loisirs qui ont pris de la place là-dedans. Donc en valeur, on a diminué ce gâteau énormément. Donc à nous d'être ingénieux pour y créer de la valeur et effectivement pouvoir demain continuer à faire nos métiers avec une rentabilité correcte pour tous les acteurs de la chaîne. Voilà. Et ces démarches éthiques, c'est l'embryon de ce qui va se passer derrière. Mais c'est aussi des démarches qui permettent de donner envie d'aller plus loin, même si c'est compliqué à mettre en œuvre, parce que quand il n'y en a qu'un ou deux qui signent et que le reste de la filière ne signe pas, c'est très compliqué, puisque vous avez un niveau concurrentiel qui ne vous place pas en meilleure position. Quand vous avez des tracts où le consommateur, je vais vous donner un exemple très concret, où vous balancez un tract, un prospectus dans une boîte aux lettres, où vous communiquez sur du bœuf par exemple, où vous êtes 2,50 € plus cher au kilo que le concurrent, parce que lui vend pas la même qualité de viande que la vôtre. Le consommateur, globalement, moi dans ma boîte à idées, j'avais 50 mots qui me disaient c'est inadmissible, vous êtes plus cher que machin. Alors que c'est pas la même viande qu'on vend et on le met en avant. Donc quelquefois, il faut aussi peut-être, on dit le consommateur, mais devant le rayon, le consommateur, c'est le porte-monnaie aujourd'hui. Et il faut faire changer tout ça.